Salut, moi c'est Marion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur la mémoire. La mémoire fait partie des fonctions cognitives au même titre que l'attention, les fonctions exécutives ou les fonctions instrumentales. On va voir par la suite les processus, les systèmes et les aires cérébrales impliquées dans la mémoire. Tout d'abord, la mémoire, c'est un processus qui est dynamique en plusieurs étapes. On retrouve dans un premier temps l'encodage qui gère le traitement de l'information. Ensuite, on a le stockage qui permet un transfert au long terme de cette information. Puis, on a la récupération de l'information que l'on vient de stocker. L'encodage peut être intentionnel, c'est-à-dire fait de manière volontaire et contrôlée, ou incident, c'est-à-dire de façon non consciente et automatique. On retrouve la notion de profondeur. Ça veut dire que plus l'encodage va être profond, plus la trace mnésique va être forte. Concernant le stockage, ce qui va influencer la capacité de stockage, c'est la répétition, l'importance personnelle qu'a l'information pour l'individu et l'importance de l'encodage. Pour la récupération, on peut récupérer une information soit de façon volontaire, donc de manière libre, avec indice ou avec reconnaissance, ou alors de façon non volontaire. Maintenant, on va voir les systèmes de la mémoire. Le tout premier, c'est un système sériel qui concerne la durée de rétention de l'information. Un individu reçoit chaque jour, chaque minute et chaque seconde des milliers d'informations à travers ses 5 sens. C'est ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Cette mémoire a une capacité assez importante de stockage, mais à une durée très limitée. C'est vraiment instantané. Ensuite, certaines informations vont être transmises à la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, elle va permettre de récupérer l'information au bout de quelques secondes. Elle a une faible capacité de stockage et une durée plutôt limitée de récupération. Elle va être fortement influencée par tout ce qui est distracteur. Puis, certaines informations vont ensuite arriver à la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, elle, a une capacité extrêmement importante de stockage, une durée aussi qui peut être très importante de récupération. Ça peut aller de 10 minutes à 10 ans. Le second modèle, appelé le modèle à composantes multiples amené par Baddeley dans les années 70, concerne la mémoire à court terme en parallèle avec la mémoire de travail. C'est cette notion de mémoire de travail qui est un nouveau concept développé précisément en 1974 par Baddeley et Hitch, qui permet de faire une distinction avec la mémoire à court terme. La mémoire de travail, elle est définie par rapport à l'activité d'un individu, alors que la mémoire à court terme, c'est plutôt défini par rapport à la durée de stockage. La mémoire de travail, c'est la capacité de l'individu à manipuler l'information lorsqu'il effectue une tâche cognitive. Selon le modèle de Baddeley, la mémoire de travail comprend 3 entités au début de la création du modèle. On retrouve la boucle phonologique qui permet le stockage des informations verbales. On retrouve le calepin visio-spatial qui permet le stockage des informations visuelles et spatiales. Ces 2 boucles sont gérées par l'administrateur central, qui est un système attentionnel de gestion de ressources. Dans les années 2000, Baddeley introduit une 4e entité à ce modèle. C'est ce qu'on appelle la mémoire tampon ou buffer épisodique. Cette mémoire tampon, elle sert à faire le lien entre les 3 autres unités. Mais elle va aussi faire le lien avec la mémoire à long terme. Ce processus qui agit entre cette mémoire tampon, la mémoire de travail et la mémoire à long terme, c'est un processus qui exige des capacités d'attention importantes. Si
Ce processus est abîmé par différentes pathologies. Il va entraîner des difficultés dans les AVQ, notamment pour mettre à jour des informations, résister aux interférences et réaliser 2 activités en même temps, suivre une conversation ou notamment la mémoire prospective. La mémoire prospective, on en parlera à la fin de la vidéo. Ensuite, concernant la mémoire à long terme, on peut la diviser en 2 parties. On va retrouver la mémoire rétrograde et la mémoire antérograde. Ces parties, on les détermine à partir d'un événement neurologique précis. Toutes les informations qui auront été acquises par l'individu avant cet événement, c'est ce qui fait partie de la mémoire rétrograde. Toutes les informations nouvelles acquises suite à cet événement font partie de la mémoire antérograde. Dans certaines amnésies, c'est la mémoire rétrograde qui peut être touchée, mais dans d'autres, c'est la mémoire antérograde qui peut être touchée. On le verra dans une prochaine vidéo. La mémoire à long terme se décline en 2 catégories. La mémoire déclarative, qui consiste en un rappel conscient de l'information, et la mémoire non déclarative, qui est un apprentissage qu'on peut se rappeler de façon consciente. Dans la mémoire déclarative, on retrouve la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est tous les souvenirs personnels, l'autobiographie en soi, d'un individu. L'émotionnel a un fort rôle dans cette mémoire. Plus l'émotion reliée à un souvenir va être forte, plus le souvenir va être ancré dans la mémoire. C'est un encodage de l'information dans un contexte temporo-spatial spécifique. La mémoire sémantique, elle, c'est toutes les connaissances que l'individu peut avoir sur le monde, sur les mots, les idées, les concepts, les objets. Cependant, c'est une information dont on a conscience, mais pas dans un contexte d'apprentissage spécifique. On le sait, mais on ne sait pas comment on l'a su. En termes de pathologie, dans la démence sémantique, c'est la mémoire sémantique qui est atteinte. Par contre, la mémoire épisodique est maintenue. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'inverse. C'est la mémoire épisodique qui est déficitaire, alors que la mémoire sémantique fonctionne toujours. Du côté de la mémoire non déclarative, on retrouve l'amorçage. L'amorçage, c'est la reconnaissance plus rapide et facile d'items déjà vus précédemment. Et la mémoire procédurale, c'est tous les savoir-faire automatisés de l'individu. Par exemple, quand on apprend à faire du vélo, ça fait tellement d'années qu'on a appris à faire du vélo que maintenant on le sait, et c'est automatique. Comme conduire, ou comme un musicien qui a appris à jouer d'un instrument. La mémoire procédurale, ce qui est important à retenir, c'est qu'elle est préservée dans la maladie d'Alzheimer. On va du coup se baser sur ça pour aider la personne. On retrouve 2 autres aspects de la mémoire. La mémoire prospective, qui est la capacité à réaliser par la pensée une action dans le futur, à se projeter, à penser l'action. On retrouve la notion de spécialisation hémisphérique. L'hémisphère gauche est plus responsable de l'information verbale, tandis que l'hémisphère droit est plus responsable de l'information visuelle. Le cortex préfrontal gauche est spécialisé pour l'encodage, tandis que le cortex préfrontal droit est spécialisé pour la récupération. Maintenant, on va voir chaque aire du cerveau qui est spécialisée dans la mémoire et quel type de mémoire elle sert. Le lobe temporal interne, ou précisément l'hippocampe, est utilisé dans l'acquisition de nouveaux souvenirs et dans la mémoire épisodique. Le lobe temporal externe inférieur est utilisé pour la mémoire sémantique. Le lobe temporal frontal sert à la stratégie de recherche et à la récupération de l'information.
Les structures diencéphaliques, comme le thalamus ou les corps mammillaires, servent de relais avec l'hippocampe et avec les autres régions. Elles servent à l'acquisition de connaissances déclaratives. Enfin, les noyaux gris et le cervelet, eux, sont responsables de la mémoire procédurale. Toutes ces aires du cerveau forment ce qu'on appelle le circuit de Papez, qui est le circuit du processus de la mémoire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. J'espère qu'elle a été intéressante. Je te souhaite bon courage pour tes révisions. Sache que j'aborderai les pathologies liées à la mémoire dans une autre vidéo pour que ce soit un petit peu plus court à écouter. À bientôt!